Le fils muet du roi vampire n'avait jamais prononcé un seul mot au cours de ses 300 ans d'existence, jusqu'à ce que la nounou, Sophia, se mette à fredonner une ancienne berceuse en pliant ses vêtements dans la buanderie. Ce que personne ne savait, c'est que la mélodie détenait la clé pour briser la malédiction qui lui avait volé sa voix, et maintenant, le roi vampire désespéré ferait n'importe quoi pour la garder. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le roi vampire se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau, telle une statue sculptée. Ses doigts pâles agrippant le cadre en chêne ancien jusqu'à ce que le bois grince sous la pression. Sophia recula contre le mur du fond, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que chaque créature surnaturelle du château pouvait l'entendre, tandis qu'Adrian restait figé entre eux, ses yeux argentés passant de son père à la femme qui lui avait rendu sa voix. Luciane entra dans la pièce avec une grâce fluide, refermant la porte derrière lui d'un déclic doux qui résonna comme un glas funèbre dans le silence soudain. Le bureau était une cathédrale de savoir, ses murs tapissés du sol au plafond de volumes reliés en cuir qui semblaient vibrer de leur propre énergie sombre, tandis que des vitrines exposaient des artefacts qui captaient la lueur des bougies et jetaient des ombres déformées sur les tapis persans. Un crâne humain reposait sur le bureau massif en acajou à côté d'une coupe en argent ouvragé, et l'estomac de Sophia se noua lorsqu'elle réalisa que les taches sombres sur son pourtour n'étaient pas du vin. Lucien se déplaça pour se tenir derrière son bureau, ses mouvements prédateurs malgré leur calme apparent, et quand il parla, sa voix portait le poids des siècles. Je suis Lucian Blackthorn, le roi vampire des territoires de l'Est. Et ce garçon dont vous vous êtes occupé est mon fils Adrian, condamné au silence pendant 300 ans jusqu'à ce que votre voix brise le sortilège qui a tourmenté notre famille depuis avant la naissance de la grand-mère de votre grand-mère. Sophia appuya plus fort son dos contre le mur, sentant la pierre froide s'infiltrer à travers son pull alors que son esprit luttait pour assimiler des mots qui auraient dû être impossibles. Mais la preuve se tenait devant elle dans la beauté surnaturelle d'Adrian et la grâce inhumaine de Lucien. Le roi vampire continua, ses yeux bleus pâles ne quittant jamais son visage, alors qu'il expliquait comment Adrian était né pendant une guerre brutale entre les factions de vampires. Lorsque les anciennes lignées se battaient pour le territoire et le pouvoir avec une sauvagerie qui faisait passer les conflits humains pour des jeux d'enfants. Une sorcière nommée Morgantha la Cruelle avait maudit le prince nouveau-né en vengeance d'un affront perçu, liant sa voix avec une magie si sombre et tordue que chaque mot qu'il prononcerait porterait le pouvoir de détruire ce qu'il aimait le plus. Les mains de Lucien se serrèrent en poing, tandis qu'il parlait des années qui suivirent. Comment il avait cherché un remède à travers le monde, consultant tous les êtres magiques, des anciens chamans aux sorcières modernes, dépensant des fortunes en sorts et potions qui ne faisaient que se moquer de son désespoir. La malédiction était spécifiquement conçue pour être incassable, lui avait dit Morgantha dans son dernier souffle, à moins que la clé de la voix de son fils ne vienne volontairement, et avec un cœur pur, quelqu'un dont la lignée portait la mémoire d'une magie plus ancienne, quelqu'un qui pouvait chanter les chants antérieurs à la malédiction elle-même. Sophia sentit ses jambes trembler, alors que la vérité impossible s'abattait sur elle comme une couverture suffocante. Et elle ouvrit la bouche pour protester que tout cela était de la folie, que les vampires n'existaient pas et que les malédictions étaient des contes de fées. Mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle se souvint de la façon dont Adrian s'était déplacé avec une grâce impossible et de la manière dont son unique mot avait brisé chaque morceau de verre dans la buanderie. « Vous êtes cette clé, » dit Lucien, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure qui portait en quelque sorte plus de menace que s'il avait crié. Votre lignée, votre voix, votre connaissance instinctive de mélodies perdues depuis des siècles, voilà ce dont mon fils a besoin pour se libérer de sa prison de silence
et je vous donnerai tout ce que vous désirez pour rester et l'aider. Il désigna un portefeuille en cuir sur son bureau, et quand il l'ouvrit, Sophia vit des relevés bancaires avec des chiffres qui faisaient paraître sa dette étudiante comme de l'argent de poche, des titres de propriété dans des villes du monde entier, des certificats d'action et des bijoux qui scintillaient même à la faible lueur des bougies. Donnez votre prix, et il est à vous, continua Luciane. Mais ses yeux contenaient une obscurité qui suggérait que le refus n'était pas vraiment une option. Tout ce que je demande, c'est que vous restiez ici et continuiez à travailler avec Adrian, que vous l'aidiez à apprendre à contrôler sa voix afin qu'il puisse enfin vivre la vie qui lui a été volée avant même qu'il ne puisse prononcer son premier mot. Sophia retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît comme un murmure rauque. « Laissez-moi partir », réussit-elle à dire. « Je veux partir tout de suite. Je veux oublier que tout cela est arrivé. Je veux rentrer chez moi et prétendre que les vampires et les malédictions ne sont que des histoires que les gens racontent dans le noir. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, elle savait qu'ils étaient futiles, car Adrian s'avança de l'endroit où il s'était tenu silencieux et immobile, et ses lèvres s'entr'ouvrirent pour libérer son deuxième mot dans le monde. « Reste, dit-il, et la seule syllabe portait une telle nostalgie et un espoir si désespéré que Sophia sentit son cœur se briser, alors même que chaque fenêtre du château se fissurait sous la force de son émotion. Le son du verre brisé résonna dans les couloirs, comme une symphonie de cristal, et on pouvait entendre les serviteurs courir dans les couloirs pour évaluer les dégâts. Mais Sophia ne pouvait que fixer Adrian en réalisant le terrible pouvoir qui habitait sa voix. Ses yeux argentés étaient écarquillés de choc et de peur devant ce qu'il avait fait, et il pressa ses mains sur sa bouche comme s'il pouvait en quelque sorte reprendre le mot. Mais il était trop tard, et ils le savaient tous. Lucien contourna le bureau avec une vitesse inhumaine, tendant la main vers son fils avec des mains qui tremblaient d'émotion. Mais Adrian recula loin de d'eux jusqu'à ce qu'il se tienne seul au centre de la pièce. « Je suis désolée, » murmura Adrian, et cette fois sa voix était si basse qu'elle agita à peine l'air. Mais Sophia entendit tout de même le lustre de cristal au-dessus d'eux tinter doucement en réponse. « Je ne voulais pas te faire peur, c'est juste que je ne supporte pas l'idée d'être à nouveau silencieux, de te voir partir comme tout le monde le fait toujours. » Sophia regarda le père et le fils, voyant le désespoir dans les yeux anciens de Lucien et les siècles de solitude sur le jeune visage d'Adrian, et elle sut que quel que soit le choix qu'elle ferait à ce moment, il changerait leur vie à tous pour toujours. Contre chaque instinct qui lui hurlait de fuir, contre chaque pensée rationnelle lui disant que les vampires étaient des monstres et les malédictions impossibles, Sophia s'entendit accepter de rester une semaine. Une semaine, répéta-t-elle fermement, rencontrant le regard soulagé de Lucien avec ce qu'elle espérait être de l'acier dans ses propres yeux. 7 jours pour voir si je peux réellement aider Adrian, et ensuite je pars, et vous me laissez partir sans aucune interférence. Lucien inclina la tête dans ce qui aurait pu être un accord ou un rejet poli de ses exigences naïves, mais le visage d'Adrian s'illumina d'une joie si pure que Sophia sentit sa détermination vaciller dangereusement. Le lendemain matin, elle se retrouva dans la salle de musique avec Adrian, un espace qu'elle n'avait jamais vu auparavant, clairement conçu pour le travail qu'ils allaient entreprendre. Les murs étaient tapissés d'instruments de toutes les époques et cultures, des harpes anciennes aux cordes qui brillaient comme du fil d'argent aux claviers modernes qui bourdonnaient de potentiel électronique, et l'acoustique était si parfaite que même sa respiration semblait créer une harmonie. Sophia commença par des exercices simples, faisant fredonner Adrian pendant qu'elle chantait des gammes et des mélodies de base. Et elle découvrit rapidement que toutes les chansons n'avaient pas le même effet. Certaines mélodies semblaient agiter la magie dans sa voix, faisant crépiter l'air autour d'eux d'une énergie dangereuse qui mettait ses nerfs à vif, tandis que d'autres calmaient et contenaient son pouvoir comme une main douce guidant un animal sauvage. Les mélodies qui fonctionnaient le mieux
éteintes les anciennes, des chansons que sa grand-mère fredonnait en travaillant dans son jardin, des berceuses transmises de génération en génération par les femmes de sa famille qui n'avaient jamais connu leur véritable signification. Quand Adrian fredonnait ces airs anciens, sa voix se mêlait à la sienne de manière inexplicable, créant des harmonies qui semblaient résonner avec les pierres mêmes du château, et pendant ces moments, il pouvait parler librement, sans crainte de destruction. Parle-moi de ta vie, dit Sophia pendant l'une de ces pauses sûres, lorsque leur voix s'était tissée en quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu créer seul. Les yeux argentés d'Adrien devinrent lointains alors qu'il partageait des fragments de son existence. 3 siècles à regarder le monde changer, tandis qu'il restait à jamais figé dans le corps et le visage d'un garçon de 12 ans. Il lui parla de la solitude de l'immortalité en phrases hésitantes qui se renforçaient au fil des jours. Comment il avait vu les serviteurs et les tuteurs vieillir et mourir tandis qu'il restait inchangé. Comment il avait appris à lire, à écrire et à penser dans des douzaines de langues, mais n'avait jamais pu partager ses pensées avec une autre âme. Mon père a essayé de m'aider, murmura Adrian lors d'une séance du soir, alors que le soleil couchant peignait la salle de musique de nuances d'ambre et d'or. Il m'a amené compagnon après compagnon, d'autres jeunes vampires qui étaient censés être mes amis, mais ils avaient tous peur de ce que ma voix pourrait faire et j'avais peur de ce que je pourrais leur dire accidentellement. Alors j'ai appris à être silencieux, à m'exprimer par des gestes et des mots écrits, mais il y a quelque chose dans la parole que l'écriture ne peut jamais capturer, quelque chose dans la façon dont les pensées deviennent réelles quand on les prononce à voix haute que j'avais oublié jusqu'à ce que tu arrives ici. Sophia se sentit de plus en plus attirée par le monde d'Adrian malgré ses peurs, apprenant la politique complexe de la société des vampires et le poids d'être l'héritier d'un trône qu'il n'avait jamais demandé. La malédiction n'était pas seulement un tourment personnel, expliqua-t-il, c'était aussi une protection politique, car un prince vampire qui ne pouvait pas parler, ne pouvait pas défier les structures de pouvoir actuelles, ni invoquer les anciennes lois qui pourraient perturber l'équilibre soigneusement maintenu entre les différentes factions de vampires. Son silence avait maintenu la paix pendant 3 siècles, mais il l'avait aussi empêché de vivre véritablement, et maintenant que sa voix revenait, le monde surnaturel tout entier en prenait note. Sophia prit conscience de cette attention lorsqu'elle commença à voir des visages inconnus dans les couloirs du château, des silhouettes pâles et élégantes qui se déplaçaient avec la même grâce prédatrice que Lucienne et la regardaient avec des yeux calculateurs. Madame Grimwald expliqua qu'il s'agissait de nobles vampires qui avaient entendu des rumeurs sur les progrès d'Adrian et étaient venus voir par eux-mêmes si les histoires étaient vraies. Certains étaient des alliés de la faction de Lucienne qui voyaient le retour de la voix d'Adrian comme une opportunité de renforcer leur position politique, tandis que d'autres appartenaient à des lignées rivales qui considéraient le nouveau pouvoir du prince comme une menace pour leur propre territoire et privilèges soigneusement gardés. L'attention rendait Sophia nerveuse, mais elle semblait dynamiser Adrian, qui avait été si longtemps isolé que même des visiteurs potentiellement hostiles étaient préférables au silence vide qui avait défini son existence. Pendant leur séance, il commença à parler plus librement, partageant des histoires, des opinions et des rêves qui avaient été enfermés en lui pendant des siècles, et Sophia se surprenait parfois à oublier qu'elle parlait à quelqu'un qui avait vécu l'ascension et la chute d'Empire. Son esprit était vif et curieux, façonné par des lectures et des observations sans fin, mais son développement émotionnel avait été retardé par son isolement, le laissant à certains égards remarquablement innocent malgré son âge ancien. La percée eut lieu lors de leur 5e soirée ensemble, lorsque Sophia décida d'essayer quelque chose qu'elle avait hésité à tenter. Au lieu de simplement faire fredonner Adrian pendant qu'elle chantait, elle l'encouragea à ajouter sa propre partie vocale à la mélodie, créant une véritable harmonie plutôt qu'un simple accompagnement.
Le résultat fut différent de tout ce que l'un ou l'autre avait connu auparavant, leurs voix s'entrelaçant pour former quelque chose qui semblait résonner avec les fondations magiques du château lui-même. Les pierres anciennes commencèrent à pulser d'une lumière chaude qui émanait de l'intérieur des murs mêmes, et des portes qui avaient été scellées depuis des décennies s'ouvrirent avec de doux soupirs, comme si le bâtiment lui-même se réveillait d'un long sommeil. Les portraits, le long des couloirs, se déplaçaient et bougeaient, leurs yeux peints suivant le son de leurs voix combinées, et l'air même semblait s'épaissir d'un pouvoir qui faisait picoter la peau de Sophia d'électricité. Dans la salle de musique où ils étaient assis, les instruments se mirent à jouer d'eux-mêmes en harmonie avec leurs chants, créant une symphonie qui remplissait chaque recoin du château d'une musique qui parlait d'une magie plus ancienne que la mémoire. Les yeux d'Adrian étaient écarquillés d'émerveillement et de peur, alors qu'il ressentait l'étendue de ce qu'ils pouvaient en créer ensemble. Mais il ne cessa pas de chanter, et Sophia non plus, tous deux perdus dans la beauté et la terreur de leur pouvoir combiné. Depuis l'ombre du couloir extérieur, Lucien regardait avec une expression qui mêlait joie et effroi à parts égales, car s'il était ravi de voir son fils accéder enfin à son plein potentiel, il comprenait aussi mieux que quiconque les implications dangereuses de ce qu'Adrien et Sophia pouvaient accomplir lorsque leurs voix s'unissaient. Cette nuit-là, après que la résonance magique se fut enfin estompée et que le château fut retourné à son calme habituel, Adrien parla à Sophia en phrases complètes pour la première fois depuis que sa malédiction avait commencé à se briser. Il lui raconta la nuit, 3 siècles plus tôt, où Morgantha la Cruelle était venue à leur château sous le couvert d'une visite diplomatique. Comment elle avait semblé n'être rien de plus qu'une vieille femme humaine, jusqu'au moment où elle révéla sa véritable nature et la profondeur de sa haine pour la lignée de Lucien. Sa mère avait essayé de le protéger, dit Adrian, sa voix devenant plus forte et plus claire à chaque mot, comme si le fait de raconter enfin son histoire guérissait quelque chose de profond en lui. Elle s'est jetée entre la sorcière et mon berceau, et la malédiction de Morgantha l'a attrapée, elle, au lieu de moi au début, drainant sa force vitale pour alimenter la magie qui lirait ma voix. Mais ma mère a utilisé son dernier souffle pour me chanter une berceuse, la même que celle que tu as fredonnée cette première nuit dans la buanderie. Et d'une manière ou d'une autre, son amour a transformé la malédiction de quelque chose qui m'aurait tué en quelque chose qui m'a simplement réduit au silence. La berceuse est devenue la clé de ma libération éventuelle, tissée dans le tissu même du sortilège de liaison, attendant que quelqu'un avec la bonne lignée et le bon cœur vienne la chanter pour la ramener à la vie. Sophia sentit les larmes couler sur son visage en écoutant l'histoire d'Adrian, comprenant maintenant pourquoi la simple berceuse de sa grand-mère avait un tel pouvoir et pourquoi Lucien était si désespéré de la garder au château. Elle n'était pas juste une femme ordinaire qui était tombée par hasard dans leur vie, mais la descendante de lignées magiques qui la reliait à la malédiction même qui avait volé la voix d'Adrian, et la mélodie qui avait été transmise dans sa famille était littéralement la clé de sa liberté. Alors qu'Adrian continuait de parler, lui racontant la solitude et l'isolement de son existence maudite, comment il avait regardé le monde changer depuis sa prison silencieuse, tout en désirant en faire partie, Sophia sentit quelque chose changer dans son propre cœur. La peur et la confusion qui avaient dominé ses pensées depuis qu'elle avait appris la vérité sur le monde surnaturel commencèrent à céder la place à autre chose. Un lien avec cet étrange garçon qui avait vécu pendant des siècles mais qui était, à bien des égards, plus jeune qu'elle, à qui on avait refusé l'expérience humaine la plus fondamentale de la communication jusqu'à ce qu'elle la lui rende sans le savoir. Leur lien émotionnel se renforça à chaque histoire partagée et à chaque harmonie réussie qu'ils créaient ensemble, mais il était compliqué par les vastes différences de leur nature et de leurs circonstances. Adrian était immortel alors qu'elle était humaine. Il était incroyablement riche et puissant alors qu'elle luttait pour rembourser ses prêts étudiants. Il faisait partie d'un monde surnaturel qui suivait des règles qu'elle comprenait à peine, alors qu'elle était une femme ordinaire qui était tombée dans la magie par accident. Pourtant,
Malgré ces différences, ou peut-être à cause d'elles, Sophia se sentit attirée par Adrien d'une manière qui l'effrayait et la déconcertait, ressentant une connexion qui allait plus loin que la simple sympathie ou l'obligation professionnelle. Elle commença à comprendre que sa semaine au château la changeait autant qu'elle changeait Adrian, et à l'approche du 7e jour, elle réalisa que partir pourrait être bien plus difficile qu'elle ne l'avait initialement imaginé. La découverte eut lieu par accident le 6e soir du séjour de Sophia, alors qu'elle se trouvait seule dans la vaste bibliothèque du château, pendant qu'Adrian se reposait et que Lucien s'occupait du nombre croissant de visiteurs qui étaient arrivés tout au long de la semaine. La bibliothèque était un labyrinthe d'étagères vertigineuses qui s'élevaient dans des ombres que la lueur des bougies ne pouvait pénétrer, remplies de livres, de parchemins et de manuscrits qui chroniquaient des siècles d'histoire surnaturelle. Et Sophia y avait été attirée par une curiosité agitée pour le monde dans lequel elle était tombée. Elle examinait une section consacrée aux relations entre humains et vampires, lorsque ses doigts effleurèrent un journal relié en cuir, qui semblait pulser de chaleur à son contact, et quand elle l'ouvrit, elle se retrouva face à un portrait qui lui glaça le sang dans les veines. La femme sur la peinture aurait pu être sa jumelle, avec les mêmes cheveux sombres et les mêmes traits doux, les mêmes yeux bruns intelligents qui semblaient contenir des profondeurs de connaissance et de compassion, et écrit sous l'image, en une écriture élégante, se trouvait le nom Helena Nightingale, première gardienne de la voix et protectrice des chants anciens. Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle tournait les pages, lisant les propres mots d'Helena sur son rôle de liaison entre les mondes humains et vampires, à une époque où les deux espèces coexistaient dans un équilibre prudent plutôt que dans la séparation craintive qui caractérisait les temps modernes. Helena était née avec un don inhabituel, expliquait le journal, une lignée qui portait la mémoire génétique de chants antérieurs à l'histoire écrite, des mélodies qui pouvaient influencer le tissu même de la réalité magique lorsqu'elles étaient chantées par quelqu'un avec l'héritage et la formation appropriée. Elle avait utilisé ses capacités pour aider à maintenir la paix entre les vampires et les humains pendant des décennies, servant de traductrice, de médiatrice et de gardienne d'un savoir ancien dont les deux camps avaient besoin, mais que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Le journal détaillait le travail d'Helena avec diverses lignées de vampires, comment elle avait aidé à résoudre des différends territoriaux et des crises de succession par l'application minutieuse de chants de liaison et de magie harmonique. Mais il parlait aussi des tensions croissantes qui finiraient par déchirer la délicate alliance qu'elle avait passé sa vie à construire. Helena avait prévu le conflit à venir, lu Sophia avec une fascination et une appréhension croissante, la guerre qui pousserait les vampires à se cacher et les humains à une ignorance volontaire du monde surnaturel qui existait à côté du leur, et elle avait pris des dispositions pour préserver ses connaissances et ses capacités à travers ses descendants. Les chants de liaison seraient transmis par les femmes de sa lignée sous forme de berceuses et de mélodies folkloriques, leur véritable but caché, mais leur pouvoir intact, attendant le jour où il serait à nouveau nécessaire pour combler le fossé entre les mondes. Helena avait été présente lors de la malédiction d'Adrian, découvrit Sophia avec choc. Elle avait en fait été celle qui avait suggéré la forme spécifique que la malédiction devrait prendre lorsqu'il devint clair que le sortilège original de Morgantha tuerait le prince nouveau-né plutôt que de simplement le réduire au silence. En collaboration avec la mère d'Adrian, Helena avait tissé sa propre magie dans la malédiction de la sorcière, la transformant d'une arme de destruction en une serrure complexe qui ne pouvait être ouverte que par quelqu'un portant la lignée d'Helena et chantant les chants qu'elle avait intégrés dans la structure même du sortilège. Les dernières entrées du journal parlaient de l'espoir d'Helena qu'un jour l'un de ses descendants trouverait son chemin vers le château des Blackthorn et achèverait le travail qu'elle avait commencé, brisant non seulement la malédiction d'Adrian, mais ouvrant la porte à une nouvelle ère de coopération
entre les mondes surnaturels et humains. En lisant ces mots, Sophia sentit les pièces d'un puzzle dont elle ignorait même l'existence s'emboîter autour d'elle, et elle comprit avec une clarté cristalline pourquoi Lucien avait été si désespéré de la garder au château et pourquoi sa voix avait un effet si profond sur la malédiction d'Adriane. Elle n'était pas simplement une femme ordinaire qui était tombée dans leur vie par hasard, mais l'aboutissement du plan séculaire d'Helena, la clé qui avait été soigneusement conçue et transmise de génération en génération pour déverrouiller la prison qui retenait la voix d'Adriane captive. La révélation était à la fois écrasante, terrifiante et étrangement libératrice, car cela signifiait que tout ce qui lui était arrivé était en quelque sorte destiné, que sa présence ici n'était pas un accident, mais un héritage, pas une coïncidence, mais l'accomplissement d'un legs qu'elle n'avait jamais su qu'elle portait. Lorsque Lucien la trouva dans la bibliothèque des heures plus tard, tenant toujours le journal d'Helena avec des larmes coulant sur son visage, il jeta un coup d'œil au livre dans ses mains et son expression passa de l'inquiétude à un mélange complexe de soulagement et de désespoir qui lui dit qu'il attendait ce moment depuis le jour de son arrivée. « Maintenant, vous comprenez, dit-il doucement, s'installant dans le fauteuil en face d'elle, entouré de papiers éparpillés et de livres ouverts. Maintenant, vous savez pourquoi je ne peux pas vous laisser partir, pourquoi je ferai tout ce qui est nécessaire pour vous garder ici avec Adriane, car vous n'êtes pas seulement son espoir de liberté, mais potentiellement la clé pour guérir la fracture entre nos mondes qui existe depuis des siècles. » Sophia leva vers lui des yeux rougis par les larmes et posa la question qui lui brûlait l'esprit depuis qu'elle avait commencé à lire les mots d'Helena. « Saviez-vous qui j'étais quand vous m'avez engagée? Aviez-vous tout planifié? Ou était-ce vraiment une simple coïncidence qui m'a amenée ici? » Les yeux anciens de Lucien contenaient une tristesse qui parlait de siècles de déception et d'espoir déçus, alors qu'il expliquait qu'il cherchait les descendants d'Helena depuis des décennies, suivant les lignées et les arbres généalogiques à travers d'interminables recherches généalogiques, mais que la famille de Sophia avait été particulièrement difficile à retrouver car la fille d'Helena avait pris un autre nom en se mariant et en déménageant sur un autre continent. Il avait engagé des dizaines de femmes au fil des ans qui montraient le moindre lien avec la lignée d'Helena, les amenant au château à divers titres dans l'espoir que l'une d'entre elles se révélerait être la clé dont son fils avait besoin, mais aucune d'entre elles n'avait possédé la combinaison spécifique de lignée et de capacité naturelle que Sophia portait. Lorsqu'il avait vu la candidature de Sophia pour le poste de nounou, son expérience en musicothérapie et le nom de jeune fille de sa grand-mère avaient suffi à lui faire prendre le risque. Mais il n'avait pas su avec certitude qu'elle était la descendante d'Helena, jusqu'au moment où sa berceuse a brisé la malédiction d'Adriane et prouvé que l'ancienne magie coulait toujours dans ses veines. Les implications politiques de l'héritage de Sophia devinrent claires le soir suivant, lorsque Lady Serafina Valdris arriva au château avec une suite comprenant certains des plus puissants nobles vampires des territoires de l'Est. Serafina était une vision de menace élégante, avec des cheveux blonds platine qui tombaient comme de la soie jusqu'à sa taille et des yeux verts pâles qui semblaient ne voir jusqu'à l'âme, et elle se déplaçait dans la grande salle du château comme si elle en était la propriétaire plutôt qu'une simple visiteuse. Sophia regardait depuis la galerie supérieure, tandis que Lucienne recevait ses invités avec la courtoisie formelle que des siècles de politique lui avaient enseignée. Mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules et la façon dont sa main reposait près de l'épée de cérémonie à son côté. Adriane se tenait à côté de son père pendant les présentations formelles, sa nouvelle capacité à parler lui permettant de participer au rituel de la cour pour la première fois de sa longue existence. Mais Sophia remarqua avec quelle précaution il modulait sa voix et comment les yeux de Serafina suivaient chacun de ses mots avec un intérêt calculateur. La cour de la noble dame comprenait des représentants de lignée que Sophia avait appris à reconnaître pendant sa semaine au château, des familles anciennes dont le pouvoir et l'influence s'étendaient sur des continents et dont les allégeances changeaient comme du vif argent selon les vents politiques.
Après la fin des salutations formelles et que les visiteurs eurent été conduits à leur chambre, Sophia se retrouva convoquée à une réunion privée dans le bureau de Lucien, où Séraphina attendait avec la confiance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa capacité à obtenir ce qu'elle voulait. La dame vampire étudia Sophia avec ses yeux verts troublants, observant tout, de ses vêtements simples à sa posture, et quand elle parla, sa voix portait les accents cultivés de siècles d'éducation et de raffinement. Ainsi, vous êtes la descendante d'Helena Nightingale, la femme qui a réussi à accomplir ce que des centaines des plus brillants esprits magiques ont échoué à faire pendant 3 siècles, dit Séraphina avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Comme il est fascinant qu'un tel pouvoir se manifeste chez quelqu'un de si, disons, peu préparé aux implications de ce qu'elle a réveillé. Lucien se plaça de manière protectrice près de Sophia, tandis que Séraphina continuait, expliquant avec une politesse soyeuse exactement pourquoi le retour de la voix d'Adrian était une menace si importante pour l'équilibre soigneusement maintenu de la société des vampires. La lignée du prince portait des revendications sur des territoires qui avaient été redistribués entre d'autres familles pendant ces siècles de silence. D'anciennes lois qui pouvaient être invoquées pour contester les structures de pouvoir actuelles et bouleverser des arrangements qui avaient maintenu la paix pendant des générations. Sa voix n'était pas seulement une libération personnelle, mais une arme politique qui pouvait remodeler tout le paysage surnaturel, et de nombreuses lignées plus anciennes s'étaient habituées au statu quo que sa malédiction avait aidé à maintenir. La solution de Séraphina était élégamment simple et totalement impitoyable, expliqua-t-elle avec le même ton agréable qu'elle aurait pu utiliser pour discuter de la météo. Adrian viendrait vivre dans son domaine où il serait traité avec tout le luxe et le respect dus à son statut royal, mais il serait maintenu à l'écart des influences qui pourraient l'encourager à utiliser sa voix de manière à déstabiliser l'ordre existant. Sophia serait généreusement dédommagée pour ses services et renvoyée à sa vie humaine avec des souvenirs soigneusement ajustés pour effacer toute trace de ses expériences surnaturelles, garantissant que le secret de la lignée des gardiennes de la voix resterait bien enfoui. Le refus de Luciane fut immédiat et absolu, sa voix portant l'autorité d'un roi qui n'avait pas conservé son trône pendant des siècles en reculant devant les défis, mais Séraphina se contenta de sourire et joua sa dernière carte avec une efficacité dévastatrice. Le Conseil des vampires surveillait la situation au château Blackthorn avec une inquiétude croissante, révéla-t-elle, et de sérieuses questions étaient soulevées quant à la sagesse de permettre des expérimentations magiques non supervisées qui pourraient potentiellement déstabiliser l'ensemble du monde surnaturel. Si Luciane continuait à refuser un compromis raisonnable, elle serait forcée de signaler ses préoccupations au Conseil, ce qui entraînerait presque certainement leur intervention directe et la cessation immédiate de tout contact entre Adrian et sa gardienne de la voix. La menace implicite flottait dans l'air entre eux comme un poison, car tout le monde dans la pièce comprenait que l'intervention du Conseil signifierait non seulement la séparation, mais probablement la liaison permanente de la voix d'Adrian par des méthodes bien plus brutales et irréversibles que sa malédiction originale. Sophia sentit les murs du bureau se refermer sur elle en réalisant qu'elle était devenue un pion dans un jeu politique dont elle ne comprenait pas les règles et dont les enjeux étaient plus élevés qu'elle ne l'avait jamais imaginé, tandis qu'Adrian se tenait figé d'horreur à l'idée de perdre à nouveau sa voix juste au moment où il apprenait à l'utiliser. La conversation qui suivit le départ de Séraphina fut menée en murmures durs dans les appartements privés de Luciane, où Sophia comprit enfin toute l'étendue du piège qui s'était refermé sur elle pendant sa semaine au château. Luciane exposa sa position de manière brutale, ses yeux anciens contenant un désespoir qui avait évolué en quelque chose de plus dur et de plus dangereux au cours de leur discussion. Il ne permettrait pas qu'Adrian soit emmené par Séraphina, ne permettrait pas au Conseil de détruire les progrès qu'ils avaient réalisés, et utiliserait tous les moyens nécessaires pour protéger à la fois son fils et la femme qui était devenue la clé de sa liberté.
Lorsque Sophia exigea de savoir ce que cela signifiait, lorsqu'elle insista sur son droit de partir et de retourner à sa propre vie, le masque de courtoisie civilisée de Lucien glissa enfin pour révéler le prédateur en dessous. Vous n'êtes plus seulement une femme humaine qui est tombée dans notre monde par accident, lui dit-il avec une intensité calme. Vous êtes l'héritière d'Helena Nightingale, la dernière gardienne de la voix, la seule personne vivante qui puisse achever le travail commencé il y a 3 siècles, et je ne vous permettrai pas de vous dérober à cette responsabilité simplement parce que vous avez peur de ses implications. Le château peut être rendu confortable pour vous, continua-t-il, son ton devenant plus raisonnable, mais non moins implacable. Vous aurez accès à des ressources et à des luxes au-delà de tout ce que vous pourriez atteindre dans le monde humain. Des opportunités d'étudier la magie et l'histoire qu'aucun érudit humain n'a jamais eues. Mais vous ne serez pas autorisé à partir et vous ne serez pas autorisé à refuser l'héritage qui coule dans votre sang. Sophia sentit la panique monter dans sa gorge en réalisant que sa semaine de supposée liberté avait été une illusion, que dès le moment où elle avait fredonné pour la première fois à la berceuse d'Helena, elle avait cessé d'être un agent libre dans sa propre vie et était devenue une ressource précieuse à protéger et à contrôler. Elle avait échangé sa dette étudiante et son avenir incertain contre une autre sorte de prison, une prison décorée de soie et d'or, mais non moins confinée pour son luxe. Adrien apparut dans l'encadrement de la porte, comme s'il était convoqué par sa détresse, le visage pâle d'angoisse en comprenant la scène et ce que son père se proposait de faire. Sophia se tourna vers lui avec un espoir désespéré, croyant que le garçon pour qui elle en était venue à se soucier ne lui permettrait pas d'être retenu contre sa volonté. Mais la réponse d'Adrian révéla la profondeur de son propre désespoir et les siècles de solitude qui avaient façonné son caractère. « S'il te plaît, ne me quitte pas, dit-il. » Sa voix portant une puissance qui fit vibrer les fenêtres dans leur cadre. « Je sais que c'est égoïste, et je sais que tu as une vie en dehors de ces murs, mais je ne supporte pas l'idée de retourner au silence, de passer l'éternité à nouveau seule, maintenant que je sais ce que signifie avoir quelqu'un qui me comprend. » Ces mots frappèrent Sophia comme des coups physiques, car elle pouvait entendre l'amour et le besoin sincère derrière eux, mais elle pouvait aussi voir comment ses propres sentiments étaient utilisés comme une arme contre elle par deux créatures immortelles qui avaient appris à prendre ce dont elles avaient besoin pour survivre, quel qu'en soit le coût pour les autres. La manipulation émotionnelle était d'autant plus efficace qu'elle savait qu'elle n'était pas entièrement calculée, que les sentiments d'Adrian étaient réels, même s'ils étaient utilisés pour la piéger, que le désespoir de Luciane venait d'un amour sincère pour son fils, même s'il s'exprimait par le contrôle et la coercition. Elle se retrouva prise entre la compassion et la fureur, entre le désir d'aider Adrian à poursuivre sa guérison et le besoin de s'échapper avant de se perdre complètement dans leur monde surnaturel. Alors que la discussion se poursuivait et que les positions se durcissaient, la détresse d'Adrian devint plus aiguë et son contrôle sur sa voix commença à lui échapper, jusqu'à ce que finalement ses émotions submergent sa retenue prudente et qu'il prononce une phrase qui portait toute la force de son pouvoir éveillé. « Je préférerais retourner au silence plutôt que de te garder ici contre ta volonté, » dit-il. Et les mots frappèrent les fondations du château comme un tremblement de terre, envoyant des fissures courir à travers les pierres anciennes et faisant tomber des tapisseries séculaires de leurs accrochages dans des nuages de poussière et de décomposition. Le pouvoir brut de sa voix, lorsqu'elle n'était pas contrôlée par l'influence harmonisante de Sophia, était terrifiant et destructeur, prouvant que les craintes des nobles vampires n'étaient pas entièrement infondées, mais il démontrait aussi la bonté essentielle d'Adrian et son refus d'acheter sa liberté au prix de la captivité de quelqu'un d'autre. À ce moment, avec le château tremblant autour d'eux et le son de sa voix débridée résonnant dans des couloirs qui avaient été silencieux pendant des siècles, Sophia réalisa que son choix n'était pas vraiment entre la liberté et la captivité, mais entre embrasser un destin qu'elle n'avait jamais demandé
ou assister à la destruction de deux personnes qu'elle en était venue à aimer malgré les circonstances impossibles qui les avaient réunies. Le Conseil des vampires s'abattit sur le château Blackthorn comme une tempête incarnée, leur arrivée annoncée par l'assombrissement soudain de chaque source de lumière dans un rayon d'1 mile et un froid glacial qui semblait s'infiltrer à travers les murs de pierre comme s'ils étaient faits de papier. L'ancien Marius menait la procession, une figure si ancienne que sa présence semblait courber la réalité autour de lui, sa peau pâle tendue sur des os qui avaient été témoins de l'ascension et de la chute de civilisation, tandis que ses yeux contenaient la sagesse froide de millénaires passés à régner depuis l'ombre. Derrière lui venaient les 12 membres du Haut Conseil, chacun une légende à part entière, des vampires dont les noms étaient murmurés avec une révérence craintive à travers le monde surnaturel et dont le pouvoir combiné pouvait remodeler des continents entiers s'ils choisissaient de l'exercer. Sophia regardait depuis la galerie alors qu'ils entraient dans la grande salle avec une précision cérémonielle, leurs robes noires s'écoulant comme une obscurité liquide et leurs visages des masques de jugement implacables qui parlaient de décisions déjà prises et de destins déjà scellés. L'audience formelle commença à minuit, menée selon des traditions antérieures à la plupart des religions humaines, avec Lucien et Adrien debout devant le conseil assemblé comme des accusés à un procès où le verdict avait été prédéterminé. L'ancien Marius parla d'une voix qui semblait venir de la tombe elle-même, expliquant que le conseil avait reçu des rapports troublants sur des expérimentations magiques non autorisées se déroulant au château Blackthorn, des activités qui menaçaient potentiellement l'équilibre soigneusement maintenu entre les mondes surnaturels et humains. Ils étaient venus pour enquêter sur ces affirmations et prendre toute mesure nécessaire pour protéger les deux espèces des conséquences d'une ambition imprudente et d'un espoir mal avisé. Sophia fut appelée à témoigner, ses jambes tremblant alors qu'elle traversait le sol de marbre sous le regard scrutateur d'êtres qui avaient régné dans les ténèbres bien avant que ses ancêtres n'apprennent à faire du feu. Et lorsque l'ancienne Marius fixa son regard ancien sur elle, elle eut l'impression que son âme même était pesée et mesurée. Le conseil savait déjà tout, réalisa-t-elle avec une horreur croissante, du moment où elle avait fredonné pour la première fois la berceuse d'Héléna, aux manœuvres politiques qui avaient suivi la visite de Séraphina. Et ils n'étaient pas venus pour enquêter, mais pour prononcer une sentence sur des activités qu'ils surveillaient depuis le début. L'ancienne Marius révéla la véritable histoire de la malédiction d'Adrian avec un détachement clinique, expliquant que la situation du jeune prince n'était pas unique, mais plutôt la dernière d'une série de cas similaires que le Conseil avait traités au fil des siècles. Il y avait eu d'autres gardiennes de la voie, dit-il, d'autres descendantes de la lignée d'Héléna, qui avaient été découvertes et amenées à diverses cours de vampires dans des tentatives de briser des malédictions et de débloquer des magies anciennes. Mais chaque tentative s'était soldée par un échec catastrophique. Les forces magiques impliquées étaient simplement trop puissantes et imprévisibles pour que des esprits mortels puissent les contrôler en toute sécurité. Et les résultats avaient inclus des villages incendiés, des pertes massives parmi les populations humaines et vampires, et des désastres magiques qui avaient nécessité des décennies de dissimulation minutieuse pour empêcher la révélation du monde surnaturel. L'incident le plus récent s'était produit seulement 50 ans plus tôt, continua l'ancien Marius, avec le même ton impassible, lorsqu'une gardienne de la voix nommée Margaret Songbird avait tenté de briser une malédiction similaire affectant un noble vampire en Roumanie. La femme avait réussi à restaurer la voix du noble, mais le retour de flammes magiques incontrôlées avait créé un incendie de forêt qui avait consumé 3 villes et tué des centaines de personnes innocentes avant que les équipes d'intervention du Conseil ne puissent contenir les dégâts. Margaret elle-même avait été rendue folle par l'expérience, passant ses dernières années dans un asile à bredouiller des chansons que seule elle pouvait entendre
et le noble vampire avait été exécuté par décret du Conseil pour prévenir de futurs incidents. Ces échecs n'étaient pas des accidents ou des coïncidences, expliqua l'ancien, mais des conséquences inévitables de la tentative de manipuler des forces magiques qui dépassaient la compréhension et le contrôle humain. C'est pourquoi le Conseil avait établi des interdictions strictes contre toute nouvelle expérience impliquant les lignées des gardiennes de la voie. Le décret qui suivit fut prononcé avec la même certitude inexorable qu'une catastrophe naturelle. L'ancien Marius annonçant que Sophia Chen se soumettrait immédiatement à une liaison magique qui scellerait de manière permanente sa capacité à chanter les chants anciens, coupant ainsi sa connexion à l'héritage des gardiennes de la voix et garantissant que la malédiction d'Adrian resterait intacte pour toujours. La liaison serait effectuée par les mages du Conseil en utilisant des méthodes qui avaient été perfectionnées au fil des siècles de traitement de situations similaires, et bien que Sophia conserverait sa voix parlée normale et ses capacités musicales, elle ne serait plus jamais en mesure d'accéder aux mélodies spécifiques qui pouvaient influencer la magie surnaturelle. Adrian serait ramené à son état précédent de silence forcé, mais il serait autorisé à rester avec son père plutôt que d'être placé sous la garde du Conseil, une miséricorde que l'ancien Marius indiqua être accordée uniquement par respect pour les longs services de Lucien à la Société des vampires. La sentence tomba sur la grande salle comme une condamnation à mort, et Sophia sentit le sang quitter son visage en réalisant que tout ce qu'elle avait vécu au cours des dernières semaines était sur le point d'être anéanti par des créatures qui la considéraient comme une simple anomalie dangereuse à neutraliser. La réaction d'Adrian fut immédiate et dévastatrice. Sa rage désespérée l'emportant sur toutes les leçons de contrôle que Sophia lui avait enseignées alors qu'il s'avançait et exprimait son défi d'une voix qui portait toute la force de son pouvoir éveillé. « Vous n'avez aucun droit de m'enlever ce que ma mère est morte pour préserver, déclara-t-il, et les mots frappèrent la grande salle comme une force physique qui fit courir des fissures à travers le plafond voûté et fit tomber des morceaux de pierre qui avaient résisté pendant des siècles. Les anciennes fenêtres explosèrent vers l'extérieur en averses de verre coloré, tandis que le sol de marbre se souleva et se fendit sous la pression de sa voix débridée. Et plusieurs des plus jeunes membres du Conseil reculèrent même sous les ondes sonores qui frappèrent leur défense surnaturelle. L'ancienne Marius resta impassible face à cette démonstration, son expression ne montrant qu'une sombre satisfaction, comme si Adrian venait de prouver chaque point que le Conseil avait soulevé sur les dangers de la magie incontrôlée des gardiennes de la voix, tandis que les autres membres du Conseil commençaient à tisser des sorts de protection qui scintillaient dans l'air comme des mirages de chaleur. La destruction continua pendant plusieurs secondes avant que la voix d'Adrian ne se brise finalement sous l'effort, le laissant haletant et tremblant, tandis que la poussière et les débris se déposaient autour d'eux comme de la neige, et dans le silence soudain, l'ancienne Marius parla à nouveau avec une finalité glaciale. « Vous venez de démontrer exactement pourquoi la décision du Conseil est non seulement justifiée, mais urgemment nécessaire, dit-il, désignant la salle en ruine autour d'eux. Ce château a survécu à des guerres, des sièges et des catastrophes naturelles pendant plus de 1000 ans. Pourtant, une seule explosion émotionnelle d'un porteur de voix non entraîné a causé plus de dommages structurels que n'importe quel ennemi extérieur n'a jamais réussi à infliger. Imaginez ce qui se passerait si un tel pouvoir était déchaîné dans une zone peuplée, parmi des humains qui n'ont aucune défense contre les forces magiques et aucune compréhension de ce qui les tuait. Les heures qui suivirent le verdict du Conseil furent remplies de planifications frénétiques et de murmures désespérés, alors que Luciane mobilisait toutes les ressources et les alliés de confiance dans une dernière tentative pour sauver à la fois son fils et la femme qui était devenue la clé de la liberté d'Adrian. Madame Grimwald se révéla être l'allié crucial. Sa loyauté ancestrale envers la famille Blackthorn l'emportant sur toute crainte de représailles du Conseil alors qu'elle révélait des connaissances que même Lucian ne soupçonnait pas qu'elle possédait.
La vieille servante avait été l'assistante personnelle d'Helena Nightingale pendant ses années au château, expliqua-t-elle dans l'intimité du bureau de Lucian, tandis que les gardes du conseil patrouillaient les couloirs à l'extérieur, et elle avait aidé Helena à établir le sanctuaire magique caché dans les montagnes, où les gardiennes de la voie s'entraînaient autrefois en toute sécurité, loin de toute ingérence politique. Le sanctuaire existait toujours, insista Madame Grimwald, protégé par des sceaux et des enchantements conçus spécifiquement pour cacher les activités des gardiennes de la voie à la détection du conseil, et s'ils pouvaient l'atteindre avant la cérémonie de liaison, alors Sophia pourrait avoir une chance d'embrasser pleinement son héritage et d'acquérir assez de pouvoir pour se protéger, elle et Adrian, de toute interférence future. Le plan qui émergea de leur conférence hâtive était désespéré et dangereux, les obligeant à s'échapper du château pendant les heures d'avant l'aube, lorsque l'attention du conseil serait concentrée sur la préparation du rituel de liaison, mais ils représentaient leur seul espoir d'échapper au destin que l'ancien Marius leur avait décrété. Lucian créerait une diversion en défiant formellement l'autorité du conseil en audience publique. Un geste qui entraînerait certainement sa propre destruction, mais qui achèterait un temps précieux pour la tentative d'évasion, tandis que Madame Grimwald et son réseau de serviteurs loyaux guideraient Sophia et Adrian à travers des passages secrets menant aux sentiers de montagne. La décision la plus cruciale revenait à Sophia elle-même, qui devrait choisir entre subir la transformation dangereuse qui débloquerait ses pleines capacités de gardienne de la voie et la lierait de façon permanente au monde surnaturel, ou rester telle qu'elle était et accepter les limitations qu'un tel choix imposerait à son pouvoir d'aider Adrian. Madame Grimwald expliqua le processus avec une précision clinique, décrivant comment les descendantes d'Helena pouvaient accéder à leur héritage complet par un rituel qui réveillerait chaque gène magique dormant dans leur lignée et leur accorderait un contrôle conscient sur les champs anciens qui ne s'étaient manifestés auparavant que par instant. La transformation rendrait Sophia assez puissante pour se protéger, elle et Adrian, de l'ingérence du conseil, mais elle la rendrait aussi immortelle et couperait ses liens avec le monde humain pour toujours, la piégeant dans le royaume surnaturel aussi sûrement que n'importe quelle prison. Adrian écouta ces explications avec une horreur croissante, comprenant que sa quête de liberté allait coûter à Sophia tout ce qu'elle avait connu et aimé de son existence précédente, et il commença à envisager sérieusement l'alternative que personne d'autre ne voulait discuter. S'il permettait au Conseil de le réduire au silence de façon permanente, en utilisant des méthodes qui rendraient toute inversion impossible, même avec l'intervention d'une gardienne de la voie, alors Sophia serait libre de retourner à sa vie humaine sans la liaison que l'ancien Marius avait décrétée. La malédiction avait été son fardeau pendant 3 siècles, argumenta-t-il avec une logique désespérée, et il n'avait aucun droit d'entraîner une femme innocente dans un emprisonnement éternel simplement parce qu'il était fatigué d'être seul et silencieux. Le débat qui suivit révéla la profondeur des sentiments qui s'étaient développés entre eux trois pendant leur bref temps ensemble, avec Lucien déchiré entre sa dévotion paternelle et sa compréhension rationnelle de la situation impossible à laquelle ils étaient confrontés, tandis que Sophia luttait pour équilibrer son amour croissant pour Adrian contre sa terreur de perdre son humanité pour toujours. La décision fut finalement reportée par nécessité pratique à l'approche de leur tentative d'évasion, mais le poids émotionnel du choix planait sur eux comme une épée alors qu'ils faisaient les derniers préparatifs pour fuir le château qui était devenu à la fois sanctuaire et prison. La trahison survint au pire moment possible, juste au moment où Sophia et Adrian se frayaient un chemin à travers les anciens tunnels que Madame Grimwald avait révélés sous les fondations du château. Ils avaient réussi à éviter les patrouilles du conseil et n'étaient plus qu'à quelques heures d'atteindre le sanctuaire de la montagne lorsque la lumière des torches jaillit soudain devant eux
et que Lady Seraphina apparut avec une escouade de ses gardes personnels bloquant leur chemin. Le sourire de la noble vampire était triomphant et froidement satisfait, alors qu'elle expliquait qu'elle surveillait leur plan depuis le début, utilisant des sorts de surveillance magique qui avaient été conçus pour suivre toute tentative d'évasion dès l'annonce du décret du Conseil. L'un des serviteurs les plus fiables de Lucien était à son service depuis des décennies, fournissant des informations sur les activités de la famille Blackthorn à des lignées rivales toujours désireuses de prendre l'avantage sur le puissant roi, et chaque détail de leur plan désespéré avait été rapporté à Seraphina quelques minutes après sa conception. Elle leur avait permis de commencer leur tentative d'évasion, car les capturer en flagrant délit de fuite à la justice du Conseil fournirait des preuves supplémentaires de leur culpabilité et faciliterait la justification de châtiments plus sévères que ceux initialement proposés par l'ancien Marius. La réaction d'Adrian en voyant Sophia menacée fut instantanée et catastrophique, ses instincts protecteurs l'emportant sur toute considération de sécurité ou de conséquence, alors qu'il s'avançait pour la protéger des gardes de Séraphina. Le son qui sortit de sa gorge ne ressemblait à rien de ce qu'il avait produit auparavant. Une note de puissance pure qui semblait résonner avec les fréquences fondamentales de la réalité elle-même, et l'effet sur leur environnement fut immédiat et terrifiant. D'anciens sorts de liaison qui avaient été tissés dans les pierres mêmes du château commencèrent à se défaire sous l'assaut de sa voix, libérant des énergies magiques qui avaient été contenues pendant des siècles et faisant s'embraser des artefacts dans tout le château avec une intensité dangereuse. Les sceaux de protection cédèrent en cascade, envoyant des ondes de choc à travers les défenses surnaturelles qui avaient gardé le château caché à la détection humaine, tandis qu'au-dessus d'eux, dans la grande salle, les membres du Conseil se précipitaient pour contenir des forces magiques qui échappaient au contrôle de quiconque. Les gardes de Séraphina furent projetés en arrière par la seule force de la voix d'Adrien, leur force surnaturelle inutile contre des ondes sonores qui transportaient assez de puissance pour briser des montagnes. Mais la dame vampire elle-même se révéla plus résistante que prévu. Utilisant une amulette magique conçue spécifiquement pour se défendre contre les attaques des gardiennes de la voie, elle résista à l'assaut d'Adrian assez longtemps pour lancer sa propre contre-attaque, envoyant des sorts de liaison vers Sophia avec une précision mortelle. La jeune femme réussit à peine à esquiver les projectiles magiques, mais son mouvement d'esquive la projeta directement sur la trajectoire des gardes de Séraphina, qui se remirent assez vite pour lui saisir les bras et l'entraîner loin d'Adrian, malgré ses tentatives de plus en plus désespérées de se libérer des entraves magiques que Séraphina tissait autour de lui. Lucien arriva dans les tunnels trop tard pour empêcher la capture, mais à temps pour être témoin de toute l'étendue de ce que son fils était devenu lorsqu'il était poussé au-delà de toutes les limites de contrôle et de raison. La voix d'Adrian avait évolué au-delà du simple son pour devenir quelque chose qui approchait de la pure création et destruction. Chaque mot qu'il prononçait remodelant la réalité autour de lui de manière à défier toutes les lois connues de la magie. Mais son pouvoir était inutile pour sauver la femme qu'il aimait d'ennemis qui avaient prévu exactement cette éventualité. La vue de Sophia se faisant entraîner en criant son nom poussa Adrian au-delà du point de rupture. Et son dernier cri de rage et de désespoir fit s'effondrer des sections entières du système de tunnels, tout en réveillant dans tout le château des forces magiques qui dormaient depuis l'âge des légendes. Alors que les pierres anciennes s'écroulaient autour d'eux et que les énergies magiques crépitaient dans l'air comme des éclairs, Lucien réalisa avec une clarté cristalline que l'approche prudente qu'il avait suivie pendant des siècles n'était plus suffisante pour protéger les personnes qu'il aimait, et que la seule façon de sauver à la fois son fils et Sophia pourrait être d'embrasser le chaos et la destruction même que le Conseil craignait le plus. La chambre où Séraphina tenait Sophia prisonnière était une étude de cruauté élégante, ses murs drapés de soie et son mobilier ancien créant une atmosphère de luxe raffiné qui rendait sa captivité d'autant plus psychologiquement dévastatrice. Sophia était assise sur le rebord de la fenêtre en velours,
des chaînes de fer aux poignets, regardant les jardins éclairés par la lune, tandis que sa geôlière recevait des invités dans les pièces en dessous, leurs rires et leurs conversations montant à travers le plancher comme une moquerie de sa situation désespérée. Elle était emprisonnée depuis 3 jours, depuis la tentative d'évasion ratée, 3 jours à se demander si Adrian était en sécurité et si Luciane avait survécu à la colère du conseil après que leur défi eût été connu, et l'incertitude rongeait sa santé mentale comme de l'acide. Lady Serafina lui rendait visite 2 fois par jour avec des offres de reddition confortables, promettant que la soumission au décret du Conseil serait rapide et indolore, que Sophia pourrait retourner à sa vie humaine avec seulement les souvenirs les plus vagues de son expérience surnaturelle, mais chaque refus semblait amuser plutôt que de mettre en colère la noble vampire. La 3e nuit, alors que le désespoir l'avait poussée à examiner chaque centimètre de sa prison à la recherche d'un moyen de s'échapper, Sophia découvrit que la chambre avait une histoire qui se connectait directement à l'héritage de sa propre famille, de manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Caché derrière une pierre descellée dans la cheminée, se trouvait un sac en cuir contenant les écrits les plus privés et les plus dangereux d'Helena Nightingale, des journaux qui avaient été dissimulés ici pendant les derniers jours, avant que la grande guerre entre humains et vampires ne déchire l'alliance soigneusement entretenue qu'elle avait passé sa vie à construire. Helena avait vécu dans ces mêmes pièces pendant les derniers mois de son existence mortelle, réalisa Sophia, en lisant les entrées de plus en plus désespérées de son ancêtre, travaillant frénétiquement pour achever les protections magiques qui préserveraient la lignée des gardiennes de la voie à travers les siècles sombres qu'elle savait à venir. Les journaux révélaient des vérités que ni Lucien ni le Conseil ne comprenaient pleinement sur la nature de la malédiction d'Adrian et le véritable but de sa création. Des secrets qu'Helena avait cachés même à ses plus proches alliés, car la connaissance était trop dangereuse pour être confiée à quiconque pourrait être corrompu par l'ambition politique ou des intérêts personnels. La malédiction qui liait la voix d'Adrian n'était pas simplement une punition infligée par une sorcière vengeresse, révélait les dernières entrées d'Helena, mais une construction magique soigneusement conçue qu'elle avait elle-même aidé à concevoir comme une sécurité contre le chaos à venir. La lignée d'Adrian portait le potentiel génétique pour les capacités de gardien de la voix malgré sa nature de vampire. Une combinaison qui pourrait théoriquement lui accorder un pouvoir sur les systèmes magiques surnaturels et humains. Mais une autorité aussi sans précédent ferait de lui une cible pour chaque faction cherchant à contrôler ou à détruire le fragile équilibre entre les mondes. Helena avait travaillé avec la mère d'Adrian et même avec la sorcière Morganta pour créer une malédiction qui cacherait les véritables capacités du jeune prince, jusqu'à ce que le moment soit venu de les révéler, utilisant l'apparence d'une punition vindicative pour masquer ce qui était en fait un sort de protection élaboré conçu pour garder Adrian en sécurité jusqu'à ce qu'un descendant de la lignée d'Helena puisse débloquer son plein potentiel. La malédiction n'a jamais été conçue pour être permanente, expliquaient les journaux, mais plutôt une chrysalide qui se transformerait finalement en quelque chose de magnifique lorsque les conditions appropriées seraient réunies. Ces conditions exigeaient une gardienne de la voix qui comprenait vraiment le coup de la magie qu'elle maniait et qui était prête à sacrifier son existence mortelle pour devenir quelque chose de entièrement nouveau, ni humaine ni vampire, mais un pont entre les mondes avec le pouvoir de guérir les anciennes blessures qui divisaient les espèces. Helena avait intégré le rituel de transformation dans la structure même de la malédiction d'Adrian, le cachant si habilement que même des siècles d'enquête magique n'avaient pas réussi à détecter sa présence. Mais elle avait également laissé des instructions détaillées pour sa descendante, qui serait finalement appelée à achever le travail qu'elle avait commencé. Le rituel exigeait que la gardienne de la voix chante les 7 couplets de la chanson de liaison complète. Des couplets qui avaient été dispersés et cachés à travers le monde surnaturel pour empêcher quiconque de les assembler avant le moment opportun,
et chaque couplet coûterait à la chanteuse quelque chose d'irremplaçable jusqu'à ce qu'à la fin, elle ait entièrement renoncé à sa nature mortelle. Sophia lut ces révélations avec une admiration et une terreur croissante, comprenant qu'Helena avait orchestré des événements sur des siècles pour s'assurer que ce moment finirait par arriver, que chaque épreuve et chaque perte que la lignée des gardiennes de la voie avait endurée faisait partie d'un plan plus vaste conçu pour préserver les deux espèces de la destruction mutuelle. La connaissance était à la fois écrasante et libératrice, car cela signifiait que sa présence au château Blackthorn n'avait jamais été une coïncidence mais un destin, qu'elle avait été façonnée par des forces dépassant sa compréhension pour accomplir un but qui transcendait ses désirs et ses peurs personnelles. La tentative de sauvetage d'Adrian arriva comme une force de la nature incarnée. Sa voix débridait le précédent à travers la forteresse de Séraphina, comme un ouragan de son pur qui brisait les fenêtres et déformait les murs à chaque mot qu'il prononçait. Le jeune prince vampire avait évolué bien au-delà du locuteur hésitant que Sophia avait aidé à former, ces 3 siècles de communication réprimée explosant en un torrent de puissance qui défiait toutes les lois naturelles et les principes magiques qui régissaient la réalité. La pierre s'effritait à son commandement, tandis que le métal se pliait et se tordait comme s'il était de l'argile, et l'air même semblait s'épaissir autour de lui, alors que sa voix remodelait les forces fondamentales qui maintenaient la matière ensemble. Les gardes de Séraphina tentèrent désespérément de l'arrêter, utilisant des armes et des sorts qui avaient été forgés spécifiquement pour combattre les menaces surnaturelles, mais la voix d'Adrian était devenue quelque chose au-delà de leur capacité à contrer ou à contenir. Lorsqu'il prononça un seul mot de bannissement, les vampires ennemis se retrouvèrent projetés à travers les murs avec une force écrasante, et lorsqu'il chanta une note de déliaison, les entraves magiques cessèrent simplement d'exister, comme si elles n'avaient jamais été créées. La dame vampire elle-même le rencontra dans la grande salle de son domaine, ses propres pouvoirs considérables mobilisés pour une bataille qu'elle préparait depuis le moment où elle avait capturé Sophia. Mais même les siècles d'études magiques et de ruses politiques de Séraphina se révélèrent insuffisants contre la force créatrice brute qu'Adrian était devenue. Leur confrontation ébranla les fondations mêmes du domaine, tandis qu'à l'extérieur des fenêtres, les forces du Conseil des vampires encerclèrent le bâtiment. L'ancien Marius et ses partisans, ayant suivi la signature magique d'Adrian, à travers les défenses surnaturelles qui auraient dû dissimuler la forteresse de Séraphina. Dans la chambre de la tour où Sophia était emprisonnée, elle pouvait entendre la bataille faire rage en bas, et savait que le temps leur était compté à tous, que bientôt le Conseil interviendrait avec des méthodes assez brutales pour arrêter Adrian, quel qu'en soit le coût pour les passants innocents. Les instructions d'Helena étaient claires sur ce qui devait se passer ensuite, mais le prix à payer pour les suivre était presque trop terrible à contempler, même dans leurs circonstances désespérées. La chanson de liaison complète qui transformerait la malédiction d'Adrian en une bénédiction exigeait que Sophia abandonne son humanité couplet par couplet, chaque strophe lui retirant un autre aspect de sa nature mortelle, jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire de l'une ou l'autre espèce. Le premier couplet lui coûterait la capacité de vieillir et de mourir naturellement, la liant à une existence immortelle, mais la laissant essentiellement humaine à tous autres égards, tandis que le second lui accorderait un contrôle conscient sur la magie des gardiennes de la voie au prix de ne plus jamais pouvoir vivre en sécurité parmi les humains ordinaires qui reconnaîtraient instinctivement sa nature surnaturelle. Les troisième et quatrième couplets remodèleraient sa forme physique pour survivre aux énergies magiques qui brûleraient la chair mortelle jusqu'à l'os, tandis que le cinquième ouvrirait son esprit à la mémoire collective de chaque gardienne de la voie ayant jamais vécu, lui accordant une vaste connaissance, mais menaçant son identité individuelle sous le poids de siècles d'expérience accumulée. Le sixième couplet la lirait de façon permanente à l'essence d'Adrian,
créant une symbiose magique qui amplifierait leurs deux capacités, mais rendrait toute séparation impossible sans les détruire tous les deux. Et le dernier couplet achèverait sa transformation en la première gardienne de la voix, un être capable de jeter un pont entre les mondes humains et vampires, mais changé à jamais au-delà de toute reconnaissance de la femme qu'elle avait été. Sophia commença à chanter, alors même que la bataille d'Adrian avec Séraphina atteignait son apogée, sa voix se faufilant à travers le chaos du combat, tandis qu'elle accomplissait le rituel qu'Helena avait conçu pour sauver les deux espèces des conséquences de leur haine ancestrale. Le premier couplet la transforma immédiatement, la jeunesse et la vitalité inondant son corps, alors que la mortalité tombait comme un vêtement jeté, et elle sentit sa perspective changer alors que la promesse d'un temps infini s'étendait devant sa conscience. Le deuxième couplet apporta un pouvoir au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé auparavant, un contrôle conscient sur des mélodies qui pouvaient remodeler la réalité elle-même. Mais avec lui vint la connaissance qu'elle ne pourrait plus jamais marcher inaperçue parmi les humains qu'elle avait autrefois appelés son peuple. Chaque couplet suivant lui coûtait davantage tout en lui accordant des capacités qui compensaient la perte, ses limitations humaines disparaissant alors qu'elle devenait quelque chose de sans précédent, de magnifique et de totalement étranger à ce qu'elle avait été quelques minutes auparavant. La transformation atteignit son apogée alors qu'Adrian franchissait les dernières défenses de Séraphina et atteignait la tour où Sophia chantait les mots anciens qui redéfiniraient à jamais leurs deux natures. Sa voix s'unit à la sienne en parfaite harmonie alors qu'elle atteignait le septième et dernier couplet, leurs pouvoirs combinés créant des résonances qui brisèrent toutes les barrières magiques du domaine, tandis qu'à l'extérieur, les forces du Conseil se trouvèrent incapables d'avancer contre le mur de son qui entourait le bâtiment comme une forteresse faite de musique même. La malédiction d'Adrian ne se brisa pas sous l'assaut de la chanson de liaison complète, mais se transforma plutôt en quelque chose de magnifique et de sans précédent, sa voix perdant son côté destructeur pour devenir un outil de création et de guérison plutôt que de chaos et de ruine. Là où autrefois ces mots faisaient tomber les plafonds et brisaient les fenêtres, ils pouvaient maintenant réparer la pierre brisée et guérir la chair blessée, et le pouvoir qui l'avait rendu dangereux devint la force qui guérirait finalement les anciennes blessures entre les sociétés humaines et vampires. Sophia acheva sa propre transformation alors que les dernières notes de la chanson de liaison s'estompaient dans le silence. Sa mortalité humaine, remplacée par quelque chose qui n'était ni mortel ni vampire, mais qui participait des deux natures de manière à créer des possibilités entièrement nouvelles de coopération entre les espèces. Elle pouvait sentir la présence d'Adrian dans son esprit comme une flamme chaude qui ne s'éteindrait jamais, leur nature magique étant désormais si entrelacée que la séparation serait impossible. Mais au lieu de se sentir piégée par ce lien, elle le vécut comme une libération de la solitude qui avait défini leurs deux existences précédentes. Lady Seraphina gisait inconsciente au milieu des décombres de sa forteresse en ruine, sa propre magie ayant été submergée par la force combinée de leurs capacités transformées, tandis qu'à l'extérieur du domaine, l'ancienne Marius et le Conseil se trouvaient face à une situation qu'aucun de leurs anciens précédents ne les avait préparés à gérer. Adrian n'était plus l'anomalie dangereuse qu'ils étaient venus contenir, mais plutôt quelque chose d'entièrement nouveau qui défiait leur catégorie traditionnelle de menace et de contrôle, et Sophia était devenue la première gardienne de la voie de l'histoire connue, un être dont l'existence même suggérait des possibilités de coopération entre humains et vampires qui avaient été rejetées comme des fantaisies impossibles pendant des siècles. La bataille était terminée avant d'avoir vraiment commencé, non pas parce qu'un camp avait vaincu l'autre, mais parce que la nature fondamentale du conflit avait été transformée par une magie plus ancienne et plus profonde que toute force que le Conseil pouvait mobiliser contre elle. Au lendemain de leur transformation, alors qu'ils se tenaient ensemble dans les ruines du domaine de Séraphina,
Leurs voix s'harmonisant encore de manière à faire scintiller l'air lui-même de possibilités, Sophia et Adrian réalisèrent qu'ils n'avaient pas simplement brisé une malédiction ou échappé à une persécution politique, mais qu'ils étaient devenus le fondement d'une relation entièrement nouvelle entre les mondes humains et surnaturels que ni l'une ni l'autre espèce n'avait osé imaginer possible. Les mois qui suivirent leur transformation virent des changements se propager à travers la société des vampires, avec la force inexorable d'une avalanche, alors que la nouvelle se répandait dans les communautés surnaturelles du monde entier, que les anciennes barrières, entre la coopération humaine et vampire, avaient finalement été franchies. La voix d'Adrian, désormais capable de création plutôt que de destruction, devint l'instrument par lequel de nouvelles alliances pouvaient être forgées entre des espèces qui avaient passé des siècles dans la peur et la méfiance mutuelle, ces mots portant une autorité magique qui pouvait lier des accords à travers la fracture surnaturelle d'une manière que les traités politiques n'avaient jamais réussi à atteindre. Le rôle de Sophia, en tant que gardienne de la voix, évolua naturellement de sa position unique de pont entre les mondes, sa nature transformée, lui permettant de servir de traductrice et de médiatrice dans des négociations qui auraient été impossibles lorsqu'elles étaient menées par des canaux diplomatiques normaux. Le Conseil des vampires, confronté à la réalité de changement qu'il ne pouvait plus empêcher ni contrôler, reconnut à contre-cœur qu'Adrian et Sophia représentaient une évolution plutôt qu'une révolution, une progression naturelle du développement magique qui promettait la stabilité plutôt que le chaos pour l'équilibre soigneusement maintenu qu'ils avaient passé des siècles à protéger. L'ancien Marius se révéla étonnamment adaptable aux nouvelles circonstances, sa sagesse ancienne reconnaissant que l'opposition à un changement inévitable ne ferait que créer l'instabilité même que le Conseil craignait le plus, et il devint un allié inattendu dans le processus délicat de reconstruction des relations entre des nobles vampires qui avaient été ennemis pendant des générations. Lucien se jeta dans ce travail diplomatique avec l'énergie de quelqu'un à qui on avait donné une seconde chance. Son soulagement de voir Adrian entier et heureux, motivant des efforts qui allaient bien au-delà de la simple nécessité politique pour devenir un désir sincère de paix durable entre les espèces. Le château des Blackthorn devint un centre d'apprentissage et de coopération où de jeunes vampires et des humains doués étudiaient ensemble sous la direction d'enseignants qui comprenaient les deux traditions magiques, tandis que Sophia établissait des écoles à travers l'Europe et l'Amérique où les descendants des gardiennes de la voix pouvaient être identifiés et formés en toute sécurité, loin des pressions politiques qui avaient détruit les tentatives précédentes d'éducation surnaturelle. Adrien découvrit un amour pour l'enseignement qui surprit tous ceux qui l'avaient connu pendant ces années maudites, sa voix devenant un instrument d'instruction et d'inspiration alors qu'il aidait à préserver des histoires qui avaient été presque perdues pendant les siècles de séparation entre les communautés humaines et vampires. Les moments calmes qu'ils partageaient le soir, travaillant ensemble dans la même buanderie où leur voyage avait commencé, fournissaient des ancrages de bonheur personnel au milieu du travail plus vaste de remodelage de deux civilisations, et leurs voix se mêlant en harmonie alors qu'ils chantaient les berceuses qui avaient tout commencé, créaient une magie qui guérissait plutôt que de blesser, qui construisait plutôt que de détruire. À travers les fenêtres de cette pièce familière, ils pouvaient voir des enfants jouer dans les jardins du château, la première génération d'humains et de vampires à grandir ensemble dans l'amitié plutôt que dans la peur, et cette vue les remplissait tous deux d'espoir pour un avenir que leur sacrifice avait rendu possible. Lucien les regardait souvent depuis l'encadrement de la porte, pendant ces moments calmes, n'étant plus le roi désespéré qui avait été prêt à emprisonner quelqu'un pour protéger son fils, mais un père qui avait appris que le véritable amour exigeait parfois le courage de lâcher prise et de faire confiance à des pouvoirs plus grands que le contrôle politique ou l'autorité parentale. La transformation qui avait sauvé Adrien et Sophia avait également libéré Lucien de siècles de culpabilité et de désespoir,
lui permettant de devenir le leader dont son peuple avait besoin pour la nouvelle ère qu'ils construisaient ensemble, plutôt que le gardien de vieilles peurs et de haines anciennes qui ne servaient plus aucun but constructif. Au fil des saisons et de l'expansion de leur travail dans des régions qui n'avaient jamais connu la paix entre les espèces, Sophia et Adrian commencèrent à comprendre que leur histoire d'amour personnel était devenue quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un symbole de possibilité qui donnait de l'espoir à d'autres qui rêvaient de combler des fossés apparemment impossibles par la patience et la compréhension plutôt que par la force et la coercition. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé. Et le château des Blackthorn ressemblait peu à la forteresse d'ombre et de silence qu'il avait été lorsque Sophia avait franchi pour la première fois ses portes imposantes, avec pour seul bagage une valise et des espoirs nerveux de s'occuper de ce qu'elle pensait être un enfant atteint de mutisme sélectif. Les couloirs qui avaient autrefois résonné de vide retentissaient maintenant de rires et de conversations, alors que de jeunes vampires et humains se déplaçaient entre des salles de classe où ils étudiaient ensemble sous la direction d'enseignants qui comprenaient à la fois les traditions magiques et les préoccupations mortelles. La grande salle où le Conseil des vampires avait autrefois prononcé son dur décret avait été transformée en une bibliothèque et un espace de réunion où des représentants des deux espèces se rassemblaient régulièrement pour discuter de questions d'intérêt mutuel, leurs débats vifs mais respectueux d'une manière qui aurait été impossible pendant les siècles de séparation et de méfiance qui avaient défini les relations entre leurs peuples. Adrian avait découvert en lui un don pour l'enseignement qui surprit tous ceux qui l'avaient connu pendant ces années maudites, sa voix devenant un instrument d'éducation et d'inspiration alors qu'il aidait à préserver les histoires et les traditions qui avaient failli être perdues pendant la période sombre où les vampires se retirèrent entièrement du contact humain. Ces cours attiraient des étudiants de toute l'Europe et d'ailleurs des jeunes désireux d'apprendre l'héritage interconnecté des civilisations humaines et vampires de la bouche de quelqu'un qui avait lui-même vécu une grande partie de cette histoire et pouvait en parler avec l'autorité de l'expérience personnelle plutôt que par une simple étude académique. Sophia se retrouva à s'adapter à l'immortalité avec une grâce qui l'étonnait, la nature écrasante de sa transformation se transformant progressivement en quelque chose qui semblait naturel et juste, alors qu'elle établissait des écoles à travers le monde où les descendants des gardiennes de la voie pouvaient être identifiés et formés dans des environnements qui privilégiaient la sécurité et la compréhension plutôt que l'avantage politique ou le gain personnel. Son travail l'emmenait loin du château pendant des semaines, mais le lien magique qu'elle partageait avec Adrian signifiait que la distance ne pouvait jamais vraiment les séparer, leur connexion restant forte quels que soient les kilomètres entre eux et leur apportant du réconfort pendant les premiers jours difficiles de la construction d'institutions qui n'avaient aucun précédent historique pour guider leur développement. Les écoles des gardiennes de la voie devinrent des refuges pour les jeunes qui s'étaient toujours sentis différents sans comprendre pourquoi, des endroits où ils pouvaient apprendre à contrôler des capacités qui auraient pu autrement les rendre fous ou les transformer en cibles pour des forces surnaturelles cherchant à exploiter leurs dons à des fins égoïstes. Chaque école était construite selon les principes qu'Helena Nightingale avait décrits dans ses journaux cachés, conçus non seulement pour enseigner des compétences magiques, mais aussi pour favoriser le type de sagesse et de maturité émotionnelle qui permettrait aux gardiennes de la voie d'utiliser leur pouvoir de manière responsable plutôt que d'être corrompues par lui, comme tant l'avait été dans les générations précédentes. La transformation de Sophia lui avait donné accès aux souvenirs collectifs de chaque gardienne de la voie ayant jamais vécu, et elle puisait dans ce vaste réservoir d'expérience pour créer des programmes qui équilibraient la formation pratique avec l'instruction éthique et le contexte historique qui aidaient les étudiants à comprendre leur place dans la grande histoire de la coopération humano-surnaturelle. Les implications politiques de leur travail s'étendaient bien au-delà de l'éducation,
alors que les nobles vampires, qui avaient autrefois considéré la coopération entre humains et vampires comme une dangereuse fantaisie, commençaient à reconnaître les avantages pratiques du partenariat par rapport aux conflits perpétuels. Des accords commerciaux furent négociés, permettant aux vampires de fournir des services pour lesquels leur nature immortelle les rendait particulièrement qualifiés, tandis que les humains offraient des ressources et des innovations dont la société des vampires avait été coupée pendant leur siècle d'isolement. Le secret soigneusement gardé qui avait protégé les communautés de vampires pendant si longtemps commença à évoluer vers quelque chose de plus sophistiqué, un système de divulgation contrôlé qui permettait une plus grande intégration tout en protégeant les deux espèces du chaos qu'une révélation complète pourrait causer parmi des populations non préparées à une telle connaissance. La voix d'Adrienne joua un rôle crucial dans ces négociations, ces mots portant une autorité magique qui pouvait lier des accords d'une manière qui rendait les protocoles diplomatiques traditionnels primitifs en comparaison, et sa présence lors des cérémonies de signature de traités devint un symbole de la nouvelle ère qui émergeait des cendres d'anciens préjugés et peurs. Lucien se retrouva plus occupé qu'il ne l'avait été depuis des siècles, son rôle s'étendant de roi vampire régional à quelque chose de plus proche d'un ambassadeur international, alors que d'autres communautés surnaturelles cherchaient à apprendre du succès de la coopération humano-vampire qui prospérait sur son territoire. La transformation de sa relation avec Adrian lui apporta une profonde satisfaction personnelle, alors qu'il regardait son fils devenir le leader qu'il avait toujours eu le potentiel de devenir une fois libéré de la malédiction qui avait défini sa jeunesse. La culpabilité et le désespoir qui avaient poussé Lucien à envisager d'emprisonner Sophia contre sa volonté avaient été remplacés par la fierté des accomplissements de son fils et la gratitude pour les sacrifices qui avaient rendu la liberté d'Adrian possible. Et il se surprenait souvent à s'émerveiller de la richesse de leur vie de famille, maintenant qu'Adrian pouvait parler librement de ses pensées et de ses sentiments au lieu d'être piégé dans un silence perpétuel. Le rituel du soir, qui était devenu leur moment préféré de la journée, commença comme toujours, avec Sophia et Adrian se retrouvant dans la buanderie, qui revêtait une telle importance dans leur histoire commune. Leurs voix s'unissant dans les berceuses, qui avaient marqué le début de leur voyage vers la compréhension et l'amour. La pièce elle-même avait été restaurée après les dommages magiques causés par les premières tentatives d'Adrian de parler, mais il l'avait délibérément gardée simple et fonctionnelle plutôt que de la transformer en quelque chose de plus grandiose, trouvant tous deux du réconfort dans le cadre domestique familier où leur relation avait commencé à se développer. Leurs voix se mêlaient maintenant avec une aisance née de mois de pratique et du lien magique profond qui unissait leur nature, créant des harmonies qui semblaient résonner à travers les pierres mêmes du château et remplir chaque recoin d'une musique qui parlait de guérison plutôt que de destruction, de construction plutôt que de démolition des barrières qui avaient autrefois semblé insurmontables. La magie qu'ils créaient ensemble avait évolué bien au-delà des expériences désespérées de leur début pour devenir quelque chose de beau et de réfléchi, leur capacité combinée leur permettant de tisser des sorts de protection et de prospérité qui profitaient à tous ceux qui vivaient sous l'influence du château et s'étendaient loin dans la campagne environnante où les communautés humaines et vampires apprenaient à coexister d'une manière que leurs ancêtres n'auraient jamais cru possible. Alors qu'ils travaillaient ensemble à plier les vêtements qui représentaient la réalité banale sous-jacente à tous leurs accomplissements magiques, Sophia réfléchissait souvent à combien sa vie avait changé depuis le jour où elle avait répondu à l'annonce de Lucien pour un poste de nounou, comment la femme qu'elle était alors n'aurait jamais pu imaginer le destin extraordinaire qui l'attendait dans cet ancien château rempli de secrets et d'habitants surnaturels. La dette étudiante et l'incertitude professionnelle qui avaient autrefois semblé être les problèmes les plus importants de son monde ressemblaient maintenant au souvenir de la vie de quelqu'un d'autre, remplacés par des responsabilités et des opportunités qui s'étendaient sur des siècles et des continents d'une manière qui rendait ses anciennes préoccupations presque pittoresques en comparaison.
Pourtant, malgré la vaste portée de sa nouvelle existence, elle trouvait que les moments qu'elle chérissait le plus étaient ces moments calmes avec Adrian, où ils pouvaient simplement être ensemble sans le poids de leur mission plus large pesant sur eux, où leurs voix pouvaient créer une harmonie pour le plaisir plutôt que pour atteindre un objectif diplomatique ou éducatif. Adrian avait embrassé sa voix retrouvée avec une grâce remarquable. Ces siècles de silence forcé lui ayant appris à apprécier la communication d'une manière qui rendait chaque mot qu'il prononçait délibéré et significatif, et son don de conteur était devenu l'un de ses outils les plus puissants pour combler le fossé entre la compréhension humaine et vampire. Pendant leurs séances du soir, il partageait souvent des histoires de sa longue existence, des récits d'événements historiques dont il avait été témoin et de personnes qu'il avait connues pendant les siècles où il ne pouvait qu'observer plutôt que participer, et Sophia trouvait ces récits infiniment fascinants, comme des fenêtres sur un monde à la fois ancien et remarquablement pertinent pour leurs circonstances actuelles. Les enfants qu'ils pouvaient voir à travers la fenêtre de la buanderie représentaient l'avenir qu'ils s'efforçaient de construire. La première génération d'humains et de vampires à grandir ensemble en tant qu'amis et camarades de classe, plutôt qu'en ennemis naturels séparés par la peur et l'ignorance. Certains de ces enfants étaient de jeunes vampires dont les familles avaient déménagé au château pour profiter des opportunités éducatives et de la stabilité politique que le territoire de Luciane offrait désormais, tandis que d'autres étaient des humains dont l'héritage de gardiens de la voie ou d'autres dons magiques faisait d'eux des candidats naturels pour le programme intégré, qui était devenu la contribution phare du château à l'éducation surnaturelle. Les voir jouer ensemble avec l'aisance inconsciente de l'enfance, courant dans les jardins dans des jeux qui auraient été impossibles lorsque la stricte séparation entre les espèces était la norme, remplissait à la fois Sophia et Adrian d'espoir pour un avenir où la coopération plutôt que le conflit serait la caractéristique déterminante des relations humano-vampires. Leur rire se propageait dans l'air du soir, en contrepoint des berceuses qui s'échappaient de la fenêtre de la buanderie, créant une symphonie de voix qui semblait incarner tout ce pourquoi ils avaient travaillé et s'étaient sacrifiés. La présence de Lucien dans l'encadrement de la porte était devenue une partie intégrante de leur routine du soir, tout comme les chansons elles-mêmes, le roi vampire trouvant du réconfort à regarder son fils et la femme qui était devenue le salut de leur famille, alors qu'ils partageaient les simples moments domestiques qui avaient été impossibles pendant les années maudites d'Adrian. La transformation du propre caractère de Lucian avait été presque aussi spectaculaire que les changements chez Adrian et Sophia, son besoin désespéré de contrôler et de protéger ayant évolué vers quelque chose de plus mature et de plus confiant à mesure qu'il apprenait à trouver la sécurité dans la force plutôt que dans l'illusion d'un pouvoir absolu sur des circonstances qui étaient finalement au-delà de la capacité de quiconque à diriger. Les pressions politiques qui l'avaient autrefois poussé à envisager d'emprisonner Sophia contre sa volonté semblaient maintenant être les actions d'une autre personne, quelqu'un dont la peur et l'isolement avaient faussé son jugement de manière à rendre l'amour et la confiance véritables impossibles à maintenir. Le père qu'il était devenu était quelqu'un qui pouvait être fier de l'indépendance et des accomplissements de son fils, plutôt que de les considérer comme des menaces à un contrôle soigneusement maintenu, quelqu'un qui pouvait apprécier le sacrifice et la transformation de Sophia sans se sentir menacé par le lien qu'elle partageait avec Adrien ou jaloux de l'attention que ce lien exigeait de la part de l'un et de l'autre. Sa propre relation avec eux deux s'était approfondie et avait mûri au fil des mois, évoluant de l'alliance désespérée de leur début à quelque chose qui ressemblait au type de liens familiaux qu'il avait toujours voulu mais n'avait jamais su comment créer lorsque son fils était piégé dans le silence et que ses propres émotions étaient dominées par la culpabilité et la frustration. Le château qui avait autrefois ressemblé à un mausolée pour des rêves morts
était devenu un foyer au sens le plus vrai, rempli de voix, de rires et du type d'activité déterminée qui donnait un sens à l'existence immortelle plutôt que de la rendre simplement interminable. Les réceptions diplomatiques et les conférences éducatives qui amenaient des visiteurs du monde entier à leurs portes étaient des sources de satisfaction et de fierté, plutôt que des maux nécessaires à endurer, car elles représentaient les fruits de sacrifices qui avaient été consentis volontairement, plutôt que des politiques imposées par la nécessité politique ou la peur de conséquences hors de leur contrôle. En écoutant Adrian et Sophia chanter ensemble dans la pièce où tout avait commencé, Lucien se surprenait souvent à penser à la nuit où Adrian avait prononcé pour la première fois le nom de Sophia et avait brisé chaque morceau de verre du château avec la force d'émotion qui avait été réprimée pendant 3 siècles, comment ce moment de destruction avait en fait été le début de la création d'une manière qu'aucun d'eux n'avait comprise à l'époque. L'harmonie qu'ils créaient maintenant était l'antithèse de ce chaos initial, leurs voix se mêlant de manière à construire plutôt qu'à détruire, à guérir d'anciennes blessures plutôt qu'à en ouvrir de nouvelles, à promettre un avenir où différentes espèces pourraient trouver un terrain d'entente plutôt qu'un conflit éternel. La magie qui découlait de leurs capacités combinées était devenue une pierre angulaire du nouveau monde qu'ils construisaient ensemble. La preuve que la coopération n'était pas seulement possible, mais activement bénéfique pour toutes les personnes impliquées, d'une manière que la compétition et la méfiance ne pourraient jamais égaler. Leurs voix montaient et descendaient dans des mélodies qui avaient été transmises de génération en génération par des femmes gardiennes de la voix qui n'avaient jamais connu la véritable signification de ce qu'elles préservaient, des chansons qui portaient en elles les clés de la compréhension et de la coopération qui avaient attendu des siècles le bon moment et les bonnes personnes pour libérer leur potentiel. La lumière du soir qui filtrait par la fenêtre de la buanderie semblait danser en harmonie avec leur musique, créant des motifs d'ombre et d'illumination qui changeaient à chaque note et chaque phrase, tandis qu'à l'extérieur, dans les jardins, les jeux des enfants se poursuivaient comme un accompagnement naturel aux mélodies anciennes qui parlaient d'espoir plutôt que de désespoir, de construction de ponts plutôt que de maintien de murs, de recherche d'harmonie entre des voix qui ne s'étaient autrefois élevées que dans la colère ou la peur. L'avenir s'étendait devant eux avec une possibilité infinie, non plus contrainte par les limitations qui avaient défini les relations humano-vampires pendant des siècles, mais ouvert à tout ce qu'ils pouvaient imaginer et construire ensemble par le travail patient de la compréhension et la magie qui jaillissait lorsque différentes voix choisissaient de chanter en harmonie plutôt qu'en discorde.